Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Guillaume, connu sous le pseudo de Guillaume Feelgood. Guillaume est naturopathe, formé à l'hypnothérapie, à la sonothérapie. Il est également coach sportif, diplômé d'État et thérapeute énergéticien. Il a écrit le livre 17 astuces simples pour dire adieu à vos douleurs et il a créé la chaîne YouTube Guillaume Feelgood sur laquelle il publie régulièrement du contenu. Moi, c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années, donc j'ai connu ses contenus courts et aujourd'hui, Guillaume fait de plus en plus de formats interview, de contenus longs dans lesquels il essaye d'apporter des choses un petit peu plus poussées aux personnes qui le suivent. Donc, je suis très content de pouvoir échanger avec lui ce matin. Salut Alex, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Et bah, avec grand plaisir. Est-ce que la présentation que j'ai faite de toi te convient? Ah ben parfait, t'as très bien fait, ouais, nickel. Écoute, j'aurais pas fait mieux. Bon, bah top. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai 5 questions à te poser pour faire un petit peu connaissance avec toi. Si tu étais un livre, pour commencer. Alors moi, je serais le bouquin How to Eat, Move and Be Healthy de Paul Chek. Donc c'est un thérapeute holistique américain que j'adore. Pour moi, c'est un mentor. Donc je serais ce bouquin-là et c'est un bouquin que si vous l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est bourré de richesses. Si tu étais un film, Si j'étais un film, ce serait Le Dernier Samouraï. Je suis fan absolu du Japon et donc j'ai adoré les valeurs véhiculées dans ce film, même si c'est un film un peu voilà, romancé, j'ai adoré. Voilà, Le Dernier Samouraï. si tu étais une époque, Bah, ce serait la nôtre, parce que je pense qu'on n'incarne pas au mauvais moment, on est exactement là où on doit être au bon moment, donc je pense que ce serait cette époque. si tu étais une devise. Alors la devise, ce serait la devise de ma famille. C'est nunquam regredi en latin, ça veut dire ne jamais reculer, ne jamais regretter. Donc voilà, ce serait ça. Waouh, ok, toutes les familles n'ont pas une devise C'est sympa. c'est vrai qu'elle Ok, est sympa, donc voilà, je la sors, elle est bien. ouais. Si tu étais une créature légendaire, Ça, c'est pas facile. Je dirais un serpent. Le serpent parce que, tu sais, c'est la représentation de la santé, c'est le caducée, c'est la Kundalini. Et pour moi, ça me parle énormément, toutes ces choses-là. Donc, je dirais le serpent. Voilà, pour son bon côté, puisqu'il est souvent mal représenté aussi dans beaucoup d'aspects. ouais. Oui, qui est pas trop une créature légendaire, pour le coup, c'est une créature réelle, mais c'est vrai qu'elle a cet aspect mythologique, légendaire qui peut lui être attribué. Exactement, ouais. On pense aux serpents d'Adam et Ève, on pense aussi aux Oui. serpents qu'on a dans toutes les mythologies, et même du Mexique, les serpents ailés, ce genre de choses. Donc, ouais, Ok. La première voilà. question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à ton site internet. Tu vois, ça va peut-être te paraître bête, mais quand j'ai préparé cette interview, je suis allé sur ton site et j'ai vu que tu avais mis tes diplômes en ligne et j'ai trouvé ça Ouais, curieux et en même temps intriguant. Et je me suis dit, qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Est-ce que c'est dans une démarche aussi de montrer qu'il a les compétences qu'il prétend avoir? Est-ce que c'est dans une volonté comment dire, pas de se mettre en décalage par rapport aux autres, mais en tout cas de se démarquer un petit peu du reste des personnes qui peuvent parfois donner des conseils un petit peu sortis de nulle part. Ça vient d'où cette volonté comme ça ouais, comment dire, de rentrer un petit peu dans le concret? ben, c'est une excellente question que tu poses là. En fait, je pense qu'aujourd'hui, je les enlèverais. C'est juste que Mm. j'ai pas mis mon site à jour. Mais c'est vrai que quand tu démarres sur YouTube, il y a un énorme, et surtout dans le domaine de la santé, hein, il y a un énorme sujet de légitimité. C'est que lui, il n'est pas légitime parce qu'il parle de trucs qu'il ne sait pas, etc. Et j'ai longtemps été un peu, on va dire, gentiment, hein, attaqué pour ça. Mais t'es qui pour ça? T'es qui pour dire ça? T'es qui pour dire ça? Et du coup, par déjà cette logique de réponse et aussi par une logique de transparence, j'ai dit, ben voilà, j'ai ça. Et si ça vous convient pas, allez voir ailleurs. Moi, j'ai ça. Et si vous raisonnez, bah, très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je le dirai plus parce que je pense que la preuve par l'exemple et Mm. par l'expérience a plus de valeur que la preuve par le diplôme.
Ouais, mais d'un autre côté, c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose que les autres font pas forcément, et on est dans un monde où il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la santé, et Ouais, du coup, en parallèle, de plus en plus de gens qui parlent de santé, et qu'on entend un petit peu tous les discours. Pour paraphraser un petit peu quelqu'un que j'aime bien, qui est Gilles Lartigot, il parle de jungle ouais, alimentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que tu as encore fait une vidéo récemment, enfin la dernière que j'ai vue de toi, c'était sur l'alimentation végétale ou alimentation carnée. Et c'est vrai qu'on retrouve de tout entre ceux qui vont te vendre le régime cétogène, ceux qui vont te vendre le régime carnivore, ceux qui vont te vendre la diète 100% végétale. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui savent plus où donner de la tête, on sait plus où aller. Et puis en fait, très souvent, tu vas me dire ce que tu en penses, mais ce qui se passe, c'est que quand on a une alimentation qui, dans tous les cas de base, est déséquilibrée, quelle que soit l'approche qu'on va choisir, ça va fonctionner. Et donc, en fait, beaucoup de personnes rentrent dans une de ces méthodes-là en se disant, c'est bon, j'ai trouvé la voie, quelque chose dans lequel je vais m'épanouir. Et en fait, c'est pas ça, c'est juste que du coup, tu as arrêté de manger des choses qui étaient moins bonnes pour toi. Et du coup, c'est comment tout est-ce à qu'on fait fait ça. le tri là-dedans? Alors, c'est très difficile de faire le tri parce que déjà, quand on est en déséquilibre alimentaire, on est très sensible à ce qui nous est proposé à l'extérieur. C'est-à-dire qu'automatiquement, on se dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il doit y avoir une solution à l'extérieur. Donc, on cherche partout cette solution et évidemment, on va être guidé vers quelque chose qui va résonner le plus avec nous. Donc, si c'est par exemple, je suis en déséquilibre alimentaire sur un régime végétalien, mais je mange beaucoup de produits transformés, je ne m'en rends même pas compte, je me sens carencé, je me sens mal, je vais dire, ah ben, je vais chercher l'extrême opposé. Souvent, on va chercher un opposé et je vais me dire, bah tiens, peut-être que si je réintroduisais un peu de viande, oh là là, mon Dieu, ça va être très dur, etc. Mais peut-être que j'irai mieux. Je réintroduis de la viande, ah, miracle, je vais mieux. Normal, j'avais un manque de nutriments qui se trouvent dans la viande. Mais j'aurais pu les trouver ailleurs, évidemment. J'aurais pu même les trouver sous forme de compléments si on va jusque-là. Mais voilà, il se trouve que bah, ça répond. Et donc, automatiquement, ça renforce notre pensée. Ça renforce notre croyance de, tiens, j'ai besoin de viande. Et automatiquement, vu qu'on a le retour et la confirmation du corps, on se tourne vers ces extrêmes. Puis on va tellement pousser l'extrême qu'on ne va que dans cet extrême et on va en oublier sa base. Et on va pousser l'extrême dans l'extrême et se rendre compte que mince, je suis carencé de l'autre côté, je vais aller dans l'extrême opposé. Et puis petit à petit, on va taper les murs pour trouver son centre. Et vraiment, si on peut résumer le travail que j'essaie de partager sur ma chaîne YouTube, c'est de trouver son centre, son milieu, sa voie du milieu à soi et qui est, vraiment, je le précise, unique à chacun, surtout sur le plan alimentaire on ne peut pas avoir le régime de l'influenceur qui nous intéresse. On peut pas avoir. Non. Il faut trouver ceux qui matchent avec soi et ça, c'est pas forcément évident. Voilà. Oui. Là, tu appuies sur quelque chose de très important et je vais le dire et le redire. Si jamais il y a des personnes qui tombent sur ce podcast et qui sont dans cette recherche-là, si vous tombez sur quelqu'un, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou autre, qui vous dit qu'il a trouvé le régime et que tout le monde devrait être carnivore, par pitié, fuyez, quoi. Fuyez parce qu'effectivement, c'est quelque Exactement. chose de très individuel et qui ne correspond qu'à nous. Alors, moi, je suis d'origine portugaise. Tu parlais tout à l'heure de tes origines, de ta famille. Il y a un Ouais. proverbe au Portugal qui dit celui qui fait comme ses ancêtres ne dégénère pas. Alors, je sais qu'il y a aussi des diètes en lien avec comment dire, avec le sang, etc. Avec, Mhm. mince, j'ai plus Les le groupes terme en sanguins. tête, mais le groupe sanguin, merci. Ouais, je t'en prie. Est-ce que on pourrait dire que on est lié génétiquement à ce que mangeaient nos ancêtres? Est-ce que du coup, bah, des personnes qui vont peut-être en Asie vont peut-être avoir plus de facilité à digérer du riz ou autre, etc. Moi qui suis plutôt d'un pays méditerranéen, c'est vrai que je vais plutôt bien supporter tout ce qui est huile d'olive, tout ce qui est poisson, etc. Est-ce que finalement, quand on fait comme nos ancêtres, c'est pas là que peut se trouver la clé? C'est hyper intéressant ce que tu soulèves. Très, très intéressant de cette question parce qu'il y a deux choses. C'est que, en fait, tu soulèves le point de la génétique versus, entre guillemets, l'épigénétique. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment déterminé de par d'où je viens ou est-ce que je peux me déterminer de par mon environnement et mon influence personnelle sur mon génome et ça, c'est l'épigénétique. Donc, il y a deux choses. Je pense que quand tu nais, il y a une part extrêmement importante de l'héritage de ta famille. C'est-à-dire que déjà, quand tu es né par les voies naturelles, non pas par césarienne, déjà tu bénéficies des bactéries et du microbiote de ta mère. Et ça, donc du coup, automatiquement, ça va t'influencer toi en tant que personne qui mange, parce qu'automatiquement, tu vas digérer un peu les mêmes choses que ta maman. Normal, tu viens de là. Deuxième chose, c'est pareil, si tu as consommé le lait de ta maman, si tu as été allaité, eh bien là, c'est aussi des bactéries, c'est des aliments, c'est des logiques alimentaires qui sont venues en contact avec toi puisque les molécules passent dans le lait de ta maman.
Donc, il y a cette logique-là. Et est-ce que tu n'as pas été allaité? Donc, toutes ces choses-là, déjà, je dirais sur l'enfance, c'est vraiment crucial. C'est que si tu as le modèle alimentaire de tes parents, ça va le faire. Et même de ta famille de manière générale. Ça va très bien aller pour toi. Là où ça peut dégénérer en général, c'est souvent sur l'adolescence. Là, on commence déjà à changer de modèle alimentaire, déjà parce qu'on veut faire différent que ses parents, mais aussi parce que bah, on veut faire son propre chemin. Et là, on commence à créer des petits déséquilibres parce qu'on est en train de régénérer une nouvelle matrice, on va dire, une nouvelle matrice génétique. Cette matrice génétique, elle va se générer plus ou moins vite selon notre capacité d'adaptation. Et donc, du coup, si je suis vraiment persuadé que c'est exactement ça qu'il me faut, etc., je vais être capable, donc ça, c'est l'épigénétique, donc ma psyché, ma spiritualité va être en mesure d'impacter mon code génétique suffisamment de manière à digérer tel ou tel type d'aliment ou même avoir besoin de tel ou tel type d'aliment. Donc, je pense que c'est deux choses à différencier. C'est à quel point la génétique nous impacte au début et après à quel point l'épigénétique nous impacte par la suite, même s'il y a une réalité, et là je te rejoins complètement, c'est la réalité du terrain. C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus aller dans un trop gros extrême parce que sinon ton corps te le rappellera qu'il faut être progressif. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment une progressivité sur la vie. Mais c'est intéressant ce que tu dis là sur le fait que notre corps va aussi digérer ce qu'on lui demande de digérer parce on veut que ça fonctionne. Donc c'est aussi l'impact du mental, des émotions sur ce qu'on met à l'intérieur de nous. Je sais que tu Absolument. t'intéresses aussi à ces approches-là. Comment Tout à ça fait. fonctionne concrètement dans ce que toi tu as remarqué? Alors, ça, c'est, bah, là, on entre vraiment dans ce que j'appelle, enfin, ce que ils appellent, je ne l'appelle pas, le domaine de l'épigénétique. C'est vraiment comment l'environnement influence l'expression des gènes. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ils se sont rendus compte, les scientifiques, que lorsque tu étais exposé à un certain stimulus, s'il était répété, eh bien, ton corps va s'adapter à ça et changer l'expression de ses gènes par rapport à cet environnement. Par exemple, si je suis tout le temps dans un environnement stressé, l'expression de mes gènes va changer au point de déclencher une pathologie potentielle. Et donc l'expression des gènes et l'expression de la physiologie dans son ensemble. Et c'est ça, en fait, qui crée un état de santé, c'est à quel point je suis adapté à l'environnement qui est le mien. Et cette adaptation, pardon, elle se fait aussi rapidement que ça? C'est-à-dire que à l'échelle d'une vie, parce que tu vois, l'épigénétique, effectivement, on peut admettre que l'environnement nous influence, mais Ouais, moi, je voyais ça plutôt sur des dizaines d'années. En fait, là, dans ce que tu dis, c'est que peut-être ça va se faire quand même relativement rapidement, sur une échelle de temps beaucoup plus réduite. c'est extrêmement variable. En fait, c'est ça le pouvoir de ce qu'on pourrait appeler de la conscience, et là on rentre vraiment dans le domaine de la spiritualité, c'est qu'on est capable, en tant qu'être humain, de télécharger une information, parce que c'est comme ça que ça marche, hein. On télécharge une information qui se trouve dans la conscience qui nous entoure, donc ça c'est vraiment le domaine de la spiritualité, on le télécharge et ça peut, si on est dans un état modifié de conscience suffisamment altéré, on va dire élevé, on peut le télécharger immédiatement parce qu'il n'y aura aucun filtre. Ce Hmm. qui met du temps, c'est quand c'est plus il y a de filtres. Donc s'il y a un filtre mental, ah je réfléchis, est-ce que vraiment ça c'est une bonne idée, etc. S'il y a un filtre émotionnel, ah je le sens pas ce truc-là, ça va mettre énormément de temps à être intégré par le corps. Et moins il y a de filtres, plus je suis directement connecté à la source, à la conscience, à ce que tu veux, parce que je suis dans un état de méditation poussé, parce que je suis en état d'hypnose, plus je peux l'intégrer. Et c'est ça la puissance de l'hypnose, notamment, c'est de te mettre dans un état modifié de conscience qui te permet en fait de reprogrammer immédiatement un processus interne parce que tu n'as pas de filtre. Oui, génial. Justement, toi, tu as beaucoup d'approches qui viennent se compléter les unes les autres. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Laquelle est arrivée dans ta vie en premier? Est-ce que ça a été le mouvement? Est-ce que ça a été tout ce qui va être énergétique? Est-ce que c'était plutôt la spiritualité? Comment ça s'est construit pour toi, tout ça? C'est une très bonne question aussi parce que tu as deux portes d'entrée en général. Soit c'est la porte d'entrée du haut, Ouais, la spiritualité, soit c'est la porte d'entrée du bas. Moi, c'était la porte d'entrée du les bas. deux en même temps, parfois. Parfois, c'est vrai, Et exactement, parfois, c'est ça se vrai. connecte pas tout de suite. C'est vrai, voilà. Tu trouves qu'il y a des différences et tu n'arrives pas à connecter. Mais non, là, pour le coup, moi, j'ai commencé vraiment par le bas et c'était mouvement, alimentation en même temps, un petit peu Ouais. comme à l'époque sur YouTube, c'était très ça, tu sais, c'était bodybuilding, c'était Hmm. alimentation, etc. Donc, j'ai eu beaucoup d'aventures aussi, même assez néfastes pour mon organisme en ce sens, mais du coup, ça m'a permis Ouais. d'apprendre, donc c'était l'expérience. Mais ouais, j'ai commencé par le bas. Et après, tout ce qui est plutôt de l'ordre du spirituel, c'est venu comment dans ta vie?
De l'ordre du spirituel, ça a toujours été un peu présent. En réalité, j'ai toujours, depuis que je suis gamin, je m'entraîne à faire du magnétisme. J'étais passionné par les animés, donc si tu veux, moi j'ai baigné dans du Dragon Ball, dans du tout ça. J'étais persuadé que je pouvais faire des boules d'énergie. Donc voilà, c'était toute cette logique-là très spirituelle en fait que j'avais intégrée assez naturellement. J'ai même été très intéressé par la télékinésie, même plus jeune. Donc la capacité de déplacer des objets sans les toucher, que je pratique toujours aujourd'hui. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui ont fait que la spiritualité était présente, même si j'ai vraiment développé ça, je dirais, autour de 2019, quelque chose comme ça, 2019-2020. Mm. Ouais. Voilà. Qui a été pour beaucoup de gens une période de transition Eh ben oui, hein, sur ça on a beaucoup, bien beaucoup vu. d'aspects. Tout à fait. Ok. Quel est pour toi l'impact des émotions sur, sur qui nous sommes et notamment sur le développement des maladies? On parlait tout à l'heure Ouais, de comment on capte des choses. ouais, Nos émotions aussi nous transmettent des informations et parfois peuvent générer des états qui sont plutôt négatifs et qui vont, sur le long terme, faire apparaître des maladies. Qu'est-ce que toi, tu as constaté sur le terrain? Qu'est-ce que tu as ouais. étudié? Est-ce que les deux, c'est la même chose? C'est une très très bonne question encore une fois, et celle-là j'aime bien l'expliquer par un exemple parce que ça parle à tout le monde. Je dis tout le temps que en fait on a vraiment trois plans principaux, il y en a quatre en réalité, mais trois plans principaux qui sont très connectés et avec lesquels on interagit en permanence au quotidien de manière plus consciente. C'est le plan un mental, 2 émotionnel, 3 physique. Donc ces trois plans sont interconnectés et vont échanger des informations en permanence. Le plan numéro un, c'est le plan mental. Et je vais vous donner donc cet exemple. Par exemple, je pense que, admettons, allez, je suis stressé à l'idée de faire un podcast avec Alex. Eh bien, je vais me dire, mince, c'est vrai, j'ai le podcast avec Alex, j'ai le podcast avec Alex. Ça va tourner dans ma tête. Qu'est-ce qui va descendre au niveau émotionnel? Ah, petite réaction de... Ou le petit stress qui arrive là. Là, il est là, il tourne. Le stress, qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, il va avoir une action sur le physique. Donc, on a vu mental, émotionnel. Hop, physique, ça va me serrer les intestins. Ouh là là, mince, j'ai mal au ventre parce que je suis stressé. Donc, ça, c'est la corrélation très très simple du mental, émotionnel, physique. Et ça marche dans l'autre sens. Si par exemple, aïe, je me tape la main sur la table, je vais avoir une émotion qui va monter et dire mince, douleur, et je vais me dire dans ma tête ensuite, mais qu'est-ce que t'es bête, pourquoi tu t'es tapé la tête? Pourquoi tu t'es tapé la main sur la table? Donc c'est le côté mental qui monte. Et ça, en permanence, on interagit à tous ces niveaux. Et donc ça veut dire que le mental influence l'émotionnel qui influence le physique, et le physique influence l'émotionnel qui influence le mental. Mais, selon la spiritualité, on voit qu'il y a différents corps. Tu as le corps physique, puis autour de ce corps physique, tu as le corps émotionnel, puis autour de ce corps émotionnel, si je simplifie, tu as le corps mental. Et tu vois que le corps mental englobe tous les autres. Ça veut donc dire que le corps mental influence beaucoup plus facilement ce qu'il contient que l'inverse. Et donc, tu as une relation descendante du mental vers le physique qui est beaucoup plus puissante et c'est ça qui peut déclencher des pathologies. Donc, on a vu là le stress ponctuel, mais qu'est-ce qui déclenche une pathologie chronique? C'est justement la pérennisation d'un état mental qui tourne en permanence, par exemple, et qui va influencer l'émotionnel en permanence, qui va influencer le physique en permanence. Et c'est ce qu'on appelle la cristallisation dans la matière de l'état mental. Et ça, je l'ai constaté, mais je le constate tous les jours en réalité en consultation, c'est que je reçois des gens qui ont des pensées, qui entraînent des émotions, qui entraînent des pathologies et qui se chronicisent. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je prends la pathologie, le symptôme, et je me dis, tiens, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Et il y a plein de corrélations psycho-émotionnelles qui existent aujourd'hui, qui sont établies et qui sont fonctionnelles. C'est incroyable de les constater à chaque fois. Et je dis, tiens, euh, genou, difficulté à mettre un genou à terre, on ne fléchit pas. Une personne qui est dans le contrôle, soit c'est un contrôle qui est imposé par l'extérieur, soit c'est un contrôle qui est imposé par l'intérieur, selon si c'est la droite ou la gauche. Voilà. Et on constate ça en permanence et la personne elle est là. Oh, ah ouais, à ce point. Et en fait, c'est très simple de remonter en fait le fil d'une vie à travers des émotions, des pensées, Alors, et c'est donc très de simple peut-être savoir parce d'où que ça tu vient. as un petit peu l'habitude, mais c'est vrai que sinon, ça doit être un vrai sac de nœuds, tu vois. Parce que si on prend l'exemple d'un thérapeute, d'un médecin, par exemple, qui va s'occuper que des pathologies articulaires, Ouais, quelque part, tout ce qui sort des pathologies articulaires, c'est plus son domaine. Il va envoyer, tu vois, chez le camarade. Quand tu essaies tout à d'avoir une fait. approche un peu plus globale, tu te retrouves avec la personne qui a une pathologie parce qu'elle a des émotions, parce qu'elle a des pensées, etc. Et du coup,
par quoi tu commences, quoi? Est-ce que c'est toujours par la même porte d'entrée, là encore? Ou est-ce que du coup, ça va dépendre de la personne, de là où elle en est aussi, de ses propres croyances? Parce que bah, peut-être qu'il y a des personnes aussi avec qui tu peux parler de spiritualité, d'autres avec lesquelles tu vas être un peu plus encombré, entre guillemets, dans les thèmes que tu peux aborder. Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu appréhendes tout ça? Je vais faire la réponse la plus nulle qui soit au feeling. En fait, la réalité, c'est que tu es obligé en tant que thérapeute de t'adapter à la personne en face. Et c'est vrai que, bah, déjà par manque de temps, on les comprend, les médecins n'ont pas le temps de faire ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de prendre le temps avec la personne. Et ça, je pense, l'ennemi numéro un de la médecine, c'est que comme on prend plus le temps, on comprend plus les gens. Et donc moi, j'essaie vraiment de prendre le temps avec la personne et de la comprendre pour pouvoir la guider au mieux. Effectivement, si tu sens que c'est une personne qui est bien terre à terre et que elle, c'est qu'est-ce qu'elle mange qui va l'impacter et comment elle bouge, etc., bah, je vais rester à ce niveau-là. Je vais essayer d'optimiser le mieux et émettre la possibilité que ça pourrait venir d'un état mental associé. Tiens, comment ça se passe dans votre famille? Ça va les relations sociales? Bon, ok, c'est pas fou avec votre grand-mère. D'accord, elle est presque en train de mourir. Bon, ah, ok, peut-être qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous avez une attache particulière avec votre grand-mère? Voilà, et donc on prend des éléments physiques pour amener à monter vers du psychologique, de l'émotionnel. Donc en fait, en réalité, c'est simple pour tout le monde, hein. Vraiment, hein. C'est simple de savoir d'où ça vient. Mais souvent, c'est parce qu'on veut pas voir, qu'on ne cherche pas à voir, ou alors parce qu'on ne sait pas comment faire. Et ça, je pense que c'est le point le plus compliqué, c'est OK, ça vient du problème avec ma grand-mère. Et j'en fais quoi? J'avance comment là pour me réparer? Et c'est là que c'est vraiment le plus dur. Et c'est pour ça que c'est une approche qui n'est pas aisée non plus à utiliser en tant que personne qui subit, parce que c'est très difficile de gérer ses émotions, c'est très difficile de gérer ses pensées. Comment j'arrête de penser à un truc qui m'obsède? C'est hyper dur. Et donc, on fait du travail en ce sens-là pour trouver des techniques. Donc, on peut utiliser l'hypnose, on peut utiliser la PNL, on peut utiliser énormément de techniques, même des techniques aussi simples que l'écriture, la peinture, le dessin, pour aller changer l'état mental. Et moins on sollicite un état mental, moins il arrive. Parce qu'en fait, le corps s'adapte en permanence. Et donc, quand il comprend que c'est un truc qui ne sert plus à rien, bah, il va arrêter de le ramener. J'imagine que tu connais le dictionnaire des maladies de Bien Martel, sûr. Ouais. voilà, qui pour chaque partie du corps, pour chaque organe, va donner une signification. Est-ce que je vais me faire un petit peu l'avocat du diable pour le coup? Je t'en Est-ce que prie. pour le coup, c'est pas trop tomber dans la facilité que de toujours chercher une explication parce que c'est vrai que ça fait un peu rire, tu vois, mais il y a encore quelques temps, je disais à un ami qui avait mal à une oreille, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a que tu veux pas entendre? Mais en fait, il y a un peu un côté thérapeute à dessous, quoi. Tu vois, un truc où on se dit, est-ce qu'en fait, finalement, c'est pas la facilité? Bon. Ouais, j'ai mal à l'oreille, c'est que je veux pas entendre quelque chose. J'ai une angine, c'est qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à formuler. Est-ce que ça va pas au-delà de ça aussi? Réponse évidente, si. Parce que, en fait, on est dans un extrême. C'est que là, c'est comme si tu étais carnivore, si tu dis ça. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et donc, d'accord. du coup, il manque le côté, elles sont où mes plantouilles? Et donc, mes plantouilles, elles sont bah, dans le fait de me dire, bah, peut-être que je mange de la merde. Peut-être que je bouge pas. Peut-être que voilà, il y a un gros souci de sédentarité. Peut-être que je suis tout le temps en intérieur, jamais en extérieur, je manque de lumière naturelle. Et en fait, c'est toujours une combinaison de facteurs. Tu peux pas dire, tiens, enfin si, dans certains cas, tu peux, parce que c'est tellement violent, une émotion qui t'arrive, tu vois, tu as un décès ou quoi, tu peux déclencher une pathologie parce que c'est extrêmement violent. Mais dans la plupart des cas, c'est des combinaisons de facteurs. C'est je mange mal, il y a une situation que je digère pas bien, ah mince, je vais avoir le système digestif qui va être touché à un endroit. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, c'est toujours des combinaisons de facteurs. Et c'est aussi comment je vis avec ce facteur. Parce que tu as des gens qui mangent n'importe quoi et tu te dis, mais comment ils font pour avoir une telle énergie? Comment ils font pour avoir une telle santé? Eh bien, ils sont juste tellement en accord avec ce qu'ils font que tout va bien. Ouais. Tu vois. Hmm. Donc, il n'y a pas de Justement. réalité, de vérité universelle. C'est ça le truc. Ça fait la transition avec la question que je voulais te poser maintenant. C'est vrai que quand on démarre sur une alimentation qui est aussi plus saine, bah parfois on peut avoir tendance à aller dans l'excès inverse, de toujours vouloir manger sain, de toujours être dans cette espèce de contrôle de ce qu'on fait, etc. Machin. Et puis, bah parfois, on a des émotions, comme on le disait à l'instant. Et Mhm. puis parfois, ces émotions, en fait, on a besoin de combler un vide à l'intérieur. Et l'alimentation peut être quelque chose qui va venir comme ça combler ce vide. Est-ce que, comment le formuler clairement? Est-ce que en fait, il faut pas se foutre la paix?
Voilà, pour le dire très clairement, sur aussi ce qu'on mange et juste accepter bah, que parfois, ça va, on va venir certes nourrir le corps avec des bons nutriments, mais que parfois, en fait, on nourrit aussi d'autres choses et que même si ça vient combler un vide, tu parlais tout à l'heure de la personne qui a des pensées qu'elle ressasse, etc. Est-ce qu'il ne faut pas juste lâcher prise, en fait, et se dire, OK, c'est comme ça, j'ai ces pensées-là ou j'ai ces émotions-là, j'accepte ce qui est maintenant, et puis, bah voilà, peut-être qu'en l'acceptant, ça va encore passer plus vite que ce que je crois. J'adore tes questions. J'adore tes questions. Bon, Elles bah sont top. géniales. Et parce que c'est vraiment complètement la veine de ce que je retrouve en permanence avec les gens. Je reçois très souvent des gens en consultation. Aujourd'hui, on a ce type d'excès et surtout les naturopathes reçoivent de plus en plus ce type de personnes qui sont ultra carrés avec leur alimentation. Ils sont au laser, ils te boivent des petits jus le matin, ils t'ont le machin cru le midi, le lacto fermenté le soir, le truc. Et en fait, c'est tellement robotisé et ils sont tellement aliénés par leur alimentation qu'ils sont juste en manque total de sucre, en manque total enfin, en besoin de sucre complet parce que ils sont très mal en fait avec leur alimentation. Et donc à ces gens-là, je dis mais foutez-vous la paix. Exactement comme tu l'as dit. Foutez-vous la paix. C'est que là, votre corps, il a juste besoin d'un break. Il a juste besoin de souplesse. Et quand on est ultra rigide, c'est pas bon. Une personne qui mangerait, comme je viens de le dire, son petit jus, ses machins crus, ses lactofermentés, qui serait super bien, qui sentirait que c'est flexible, que c'est facile, que ça fait du bien, je leur dis, mais génial, fonce. Mais à partir du moment où je sens qu'il y a une résistance avec l'alimentation, il y a vraiment une aliénation, c'est qu'on ne voit plus l'aliment pour ce qui nous apporte d'énergie, pour le bienfait, etc. On voit l'aliment comme ça, c'est tant de calories, ou ça, c'est tant de nutriments, de vitamine C, ça, c'est bon pour mes intestins. Et en fait, là, on rentre complètement dans quelque chose qui est très mauvais, dans un cycle qui peut mener à des pathologies alors même qu'on mange bien. Justement parce que bah, là, on va influencer l'émotion, on va influencer le mental, etc. Donc, trouver son juste milieu. Son juste milieu pour certaines personnes, ça va être le petit jus, le petit machin, les petits trucs crus et le lacto fermenté. Pour d'autres personnes, ça sera ah ben non, moi j'ai envie de manger des petits gâteaux, etc. Voilà. Et trouver son équilibre. Personnellement, j'ai fait ces erreurs-là et c'est pour ça que je peux en parler. C'est que je suis allé dans cet extrême. Je me suis limité même en termes de quantité alimentaire parce que je voulais voir des abdos apparents, etc. Et au final, mes abdos apparents, je les ai eus, mais quand j'ai commencé à manger, pas quand j'ai arrêté de manger et en me rééquilibrant. Donc, c'est toujours pareil. C'est trouver ce juste milieu-là à soi. Et moi, aujourd'hui, dans la semaine, bien évidemment, que je mange des petits gâteaux que je vais me chercher en vrac à la Biocoop et j'adore ça, je trouve ça trop bon. Et ça me fait du bien de le manger avec mon petit thé après mon repas du midi. Je suis trop content. Je ne mange pas tous les jours, je le mange quand j'en ai envie et ça me fait profondément du bien, ça m'équilibre. Voilà, ça m'équilibre. Et demain, ça ne veut pas dire que j'en aurai toujours besoin. Peut-être que demain, j'en aurai plus envie parce que je serai saoulé, etc. Ouais, par rapport à ça, je vais partager aussi une expérience qui, je pense, va parler à d'autres personnes. Moi, j'ai commencé à me poser cette question à une époque où, pareil, je mangeais vraiment très, très carré, très, très sain. Et je me suis rendu compte, en fait, que je digérais mieux mes cheat meals que mon alimentation au quotidien. Le samedi, j'allais Ouais, voir des copains, on se faisait des pizzas qui étaient bourrées de gluten, qui étaient bourrées de sucre, etc. On mangeait plein d'apéritifs à s'en péter le bide. Et puis, en fait, bah, j'avais une meilleure digestion que le reste de la semaine. Et donc, tout je à me suis fait. dit, mais peut-être qu'en fait, la digestion, c'est pas que ce que je mets dans mon assiette et que ce que je mets dans ma bouche. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui vont influencer ma digestion et du coup mon bien-être et du coup qui je suis. Et donc, en fait, tout ça, c'est un ensemble de choses. Et peut-être que du coup, bah, comme tu l'as dit à l'instant, ça se trouve dans le juste milieu, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et justement, les cheat meals sont dangereux pour cette raison-là. C'est que ça déséquilibre le juste milieu. C'est-à-dire que on crée toute une semaine où on mange soi-disant bien, hyper rigide, et le week-end, on crée un moment où tout est permis. Et donc, en fait, là, on crée ce moment où il devient de pire en pire. En fait, ce moment, il devient de plus en plus dégueulasse, de plus en plus chargé de produits transformés, etc. Parce qu'on crée une telle carence, un tel manque la semaine qu'il y a une surcompensation nécessaire. Donc, je pense, et ça n'est que mon avis, hein, mais je pense qu'il vaut mieux trouver du plaisir, et ça, je le répète à chaque personne, je vais vous le dire aussi de l'autre côté de votre écran, parce que c'est hyper important. Vous ne pouvez pas finir un repas sans être satisfait. Voilà. Faites en sorte d'être satisfait sur le plan organoleptique, le goût, l'odeur et de la quantité. Sinon, vous créez une dette. Cette dette, il faudra la rattraper. Voilà. Donc, Après, évidemment, là, c'est à l'extrême, hein.
C'est Ouais. l'extrême. C'est-à-dire que tous les repas, non, pas forcément. Tu as des repas, bon, tu manges comme ça parce que voilà. Mais trouver cette logique-là de satisfaction. Mm. On est aussi quand même beaucoup j'allais dire dans une société, mais c'est plus qu'une société, c'est notre humanité, j'ai l'impression qu'elle est faite comme ça. On va beaucoup aller bah, justement dans ces extrêmes-là. On parlait de spiritualité tout à l'heure. Quand tu as parlé là, du cheat meal, j'ai eu l'image en tête du carnaval. Le carnaval, c'était quoi? C'était les excès totaux, l'excès total, pour le dire au singulier, juste avant une période de carême où là, on va jeûner, etc. Et donc, bah, dans la religion et dans beaucoup de spiritualité, hein, pas que dans le christianisme, on retrouve ça, ce besoin de, bah, c'est le cas aussi dans l'islam, de Tout ce à fait. besoin en fait d'être dans une période vraiment mais très 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 rigide, très stricte, très rigoureuse, et puis après d'avoir une période de faste complet. On Ouais. retrouve ça donc à des échelles politiques avec cette histoire de carnaval où en fait le carnaval c'était quoi? C'était les fous qui pouvaient se permettre de dire ce qu'ils voulaient au roi, où on n'avait plus cette notion de hiérarchie, etc. Et on a vachement, je sais pas si c'est dans l'humanité ou quoi, mais ouais, ce besoin d'être comme ça dans deux extrêmes, dans un côté à la fois très rigide et dans un autre où il n'y a plus du tout de limite. Ouais. C'est une très très bonne remarque et à laquelle je relierais ça à la polarité du yin et du yang. C'est que nous sommes des êtres polarisés, c'est-à-dire qu'on a deux faces, entre guillemets, qui se combinent et trouver son juste milieu, c'est trouver justement peut-être le S au milieu du symbole du yin et du yang. C'est là qu'il faudrait qu'on se trouve à l'équilibre parfait entre les deux pour nous, parce que mon équilibre n'est pas le tien, par exemple. Et comprendre qu'on a cette polarité, c'est aussi comprendre qu'on oscille entre la face blanche et la face noire. C'est-à-dire que notre équilibre, il est toujours en mouvement. Tu ne peux pas avoir un équilibre stable, parce que sinon, ça veut dire que tu stagnes. Et là, c'est un problème aussi de santé. Et toi, tu sais bien ça à travers le mouvement, on a besoin d'être en mouvement. Notre énergie a besoin d'être en mouvement dans le corps. Et donc, on est en permanence en équilibre instable. Et hop, je vais un petit peu en déséquilibre ici, un petit peu en déséquilibre ici, un petit peu en déséquilibre ici. Mais le tout, c'est de ne pas être complètement en déséquilibre d'un côté et ne jamais aller de l'autre. C'est ça le tout. Et donc, trouver son équilibre, c'est certainement la chose la plus dure aujourd'hui, surtout parce qu'on a accès à tellement de choses et tellement d'accès à la dopamine, on va dire, que ce soit à travers l'alimentation, que ce soit à travers le divertissement, que ce soit à travers n'importe quoi, que ça devient très, très difficile aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a autant de déséquilibre chez les gens et autant de pathologies chroniques, certainement. Le langage des oiseaux, est-ce Oui. que ça t'intéresse? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que ça peut être pertinent dans certains cas? Est-ce que tu l'utilises? Je ne l'utilise pas personnellement, je le trouve très pertinent. Je le trouve très pertinent. Euh, oui, je pense que je dirais rien de plus là-dessus parce que je ne suis pas du tout un expert du sujet, bien que vraiment, je pense que c'est un très bon outil dans plein de cas, sauf quand tu vas dans l'extrême. Parce que je connais des gens qui utilisent le langage des oiseaux pour absolument chaque mot. Et là, on est dans une logique extrême où tu te dis, en fait, plus rien n'a de sens. Parce que tu trouves toujours un sens caché et du coup, tu es tout le temps en train de regarder justement la face noire, la face cachée de la Lune. Et tu regardes jamais la face blanche, la face éclairée. Donc, c'est toujours pareil. Pour moi, il faut regarder les deux côtés et Mais utiliser d'ailleurs, ça avec parcimonie. Guillaume, c'est celui qui a du gui chez lui. Donc en fait, si t'as pas de gui chez toi, je pense que c'est ce qui te déséquilibre, hein. Probablement, tu C'est- vois, là, je te fais une séance de thérapie Écoute, gratuite là. excellent. Bah, j'ai un arbre qui a du gui juste dehors, donc c'est cool. Parfait. Je suis ravi, du coup. Vraiment ravi de l'avoir. Ah, il y a quelques temps, tu as fait des vidéos sur les dates de naissance, sur les noms de naissance, sur tout ce qui a Ouais, trait à la numérologie. numérologie. Et ce sont Mm. des vidéos qui ont cartonné, on peut le Ouais, dire. Comment est-ce ouais. que tu expliques ce succès-là? Et tu penses que ça vient nourrir quoi chez les gens? C'est encore une excellente question qui est très riche. Donc, la première chose, c'est déjà un besoin de se connaître et de se sentir différent. C'est qui suis-je vraiment au fond? Parce que je suis unique. Et j'ai envie d'être unique. Donc ça nourrit ça. C'est pour ça, on veut savoir qui on est, on veut savoir comment on est différent. Et c'est ça aussi qu'on aime bien aussi souvent dans l'astrologie, c'est dire, ah mais moi je suis lion, ah moi je suis vierge, je suis. Et on aime se dire, je suis, on aime se mettre dans des cases. On aime se mettre dans des cases, mais en même temps, en étant différent des autres. C'est que au moins, quand je peux me mettre dans une case, si la case elle est toute petite, c'est génial. Et donc, il y a ça. Et la numérologie, c'est cette réalité. C'est que quand tu pousses la numérologie, tu vois qu'il y a autant de cases que d'êtres. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que tu as toi-même ta propre case qui va définir les paramètres de ton être. Voilà, en tout cas,
dans les grandes lignes, parce que bien sûr, tu as ton libre arbitre et tu navigues dans ces chiffres. Mais c'est Ouais. ça que ça apporte. Et voilà, je pense que ça nourrit ça. Et je pense que c'est aussi hyper important aujourd'hui, j'ai vraiment poussé en ce sens, de se connaître pour être en santé. Ça, il y a une vidéo qui sortira prochainement sur ma chaîne, mais comment la numérologie peut impacter notre santé. Et c'est une réalité, c'est que depuis que j'utilise cet outil, j'ai personnellement encore amélioré mon état de santé parce que je me connais encore mieux. Mm. Ouais. Donc c'est vraiment un outil qui permet la connaissance de soi, mais qui est vraiment à ajouter à tous les autres outils qu'on a autour de Absolument. nous. C'est pas, encore une fois, hein, on n'est pas dans quelque chose qui va vraiment nous définir à 100%. D'ailleurs, on le voit Jamais. sur les chemins de vie, on peut avoir des personnes qui sont très différentes, qui ont le même chemin de vie, mais ça va donner en Exactement. fait des parcours et des identités qui sont mais totalement distinctes, quoi. Exactement. C'est des traits, en fait. Tu peux avoir une personne qui est, on va dire, je sais pas, qui est timide euh, comme ça, mais tu as une personne qui est timide comme ça. Voilà, c'est un exemple complètement à chier qui m'est venu de je sais pas où. Mais en gros, tu as plein de façons d'incarner un, un état d'être, tu vois, ou des paramètres. Tu vois, je pense au numéro 5, c'est la liberté. Bah, tu as plein de façons d'avoir de la liberté. Tu peux avoir une liberté intellectuelle, c'est-à-dire être intéressé par plein de choses, avoir une ouverture d'esprit. Tu peux avoir besoin de liberté physique, d'être aventurier, aller à droite à gauche tout en partir en voyage. Voilà, c'est plein d'états Mm. qui sont incarnés par différentes personnes et qui ont du coup plein de numéros différents. Et c'est comme un code barre. Plus tu mets de numéros, plus il y a de possibilités. Voilà, Ouais. c'est les mathématiques. Oui, parce que les numéros peuvent aussi nous définir à un moment particulier de notre vie Tout à fait. qui n'est plus la personne qu'on est maintenant, parce qu'on est en constante évolution, dans un mouvement perpétuel. Et c'est vrai que Exactement. parfois, bah, si on est sur ce chemin d'évolution, et ben en fait, si on a un besoin de liberté à un instant de sa vie, peut-être qu'à un autre instant de sa vie, on a envie d'être plus posé, de fonder un foyer, etc. Et donc, en C'est fait, ça peut complètement aussi être ça. amené à fluctuer, quoi. C'est ce qu'on appelle en numérologie les pinacles et les cycles de vie, c'est-à-dire que tu vas d'un pinacle à un cycle de vie, enfin, etc. Tu as, des choses qui se chevauchent comme ça, c'est-à-dire qu'en parallèle, tu as un pinacle, un cycle de vie, un chemin de vie, un nombre du destin. Et en fait, c'est énormément de choses qui se combinent et qui font qu'en fait, ta sauce, elle est tout le temps différente. Tu vois, tu n'as jamais mis le même gramme de sel dans ta recette, quoi. C'est en permanence en train de changer. Donc, Ouais. ça va changer ton goût, qui tu es. Tu as parlé du libre arbitre tout à l'heure, j'ai envie de te lancer Ouais, sur ce sujet parce que ouais, c'est aussi une question qui m'intéresse ouais, profondément et que je trouve qu'on définit assez mal. Parce que très souvent, on dit le libre arbitre, c'est effectivement cette capacité de choisir son destin indépendamment de ce qui a été programmé, entre guillemets, pour nous, par notre âme, par nos guides, etc. Et j'ai envie mhm, d'en donner une autre définition. Quand tu es ouais, en couple, par exemple, avec une personne, que ça se passe très très bien les deux personnes peuvent à un moment être fusionnelles. Et donc, par exemple, s'il y en a un des deux qui veut aller au resto, et ben, il se peut qu'en fait les deux aient envie du même resto. Mais les deux ont eu envie du même resto de leur côté. Mais on dit hein, parfois 1 + 1 = 3. Et donc, je prends ce parallèle-là parce que je me dis, est-ce qu'en fait le libre arbitre, c'est pas une espèce de fusion totale avec nos guides, avec notre âme, qui fait qu'en fait on est totalement reliés et on a envie de la même chose en même temps? Tu vois, un peu comme ce couple, ils ont tous les deux envie de se faire un indien le soir parce qu'en fait, ils sont tellement fusionnels, ils ont tellement partagé leurs goûts qui y sont, etc., que lui, il a envie d'un resto indien, elle a envie d'un resto indien, et en fait, l'ensemble, le couple a envie d'un resto indien. Est-ce que le libre arbitre, c'est pas juste, on est tellement équilibré, on est tellement en symbiose avec notre âme, avec nos guides, etc., qu'en fait, oui, c'est nous qui voulons, mais c'est aussi notre âme qui veut, et du coup, ça crée une espèce de chemin qui n'est pas tout à fait juste mon chemin et juste le chemin que mes guides ont décidé pour moi, mais qui est une espèce ouais, de fusion entre les deux. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, ce que tu décris, c'est pas le libre arbitre. Ce que tu décris, c'est le choix du cœur. C'est que le libre arbitre, c'est la capacité de choisir Ok. dans une certaine mesure. C'est-à-dire que tu as des possibles qui te sont proposés. Des fois, tu en as 1000, des fois, tu en as deux. Tu as des possibles qui te sont proposés et du coup, tu vas à droite ou à gauche. Là, ce Mm. que tu décris pour moi, c'est je vais à droite parce que mon cœur me dit d'aller à droite. Et donc, du coup, je suis tellement aligné avec mon âme, avec qui je suis, avec ma vérité profonde, qu'en fait, ce sera toujours le bon chemin. Alors Ouais. que si jamais je prends à gauche, alors que mon cœur il m'a dit droite, là je prends le mauvais chemin. Et là je vais sur le chemin de la pathologie, je vais sur le chemin des problèmes, je vais sur. Voilà. Ok. Oui, donc si on reprend le Ouais, parallèle avec le resto, en fait, le libre arbitre, ce serait avoir le choix entre le resto indien, le resto japonais, le resto italien, etc. c'est Ça, c'est le ça. libre arbitre, ok? C'est ça. Ouais, Et du d'accord. coup, la décision du cœur et la décision, je dirais, de l'équilibre de ton être, c'est l'indien. Mm. Parce D'accord. qu'il y a tout qui vibre indien chez toi.
Voilà. Tiens, c'est tout. Ok, on Voilà. retiendra. On retiendra ça. Ok. Quand une personne est malade, elle est souvent très vulnérable. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des personnes face à toi qui sont dans cette attente d'un sauveur? Et comment est-ce que tu gères ça avec la personne pour essayer de leur faire comprendre aussi que bah, finalement, la clé est à l'intérieur d'elle et qu'en fait, c'est elles qui vont pouvoir déverrouiller ce qui va leur permettre d'atteindre la guérison, quoi. Ça arrive très souvent parce que bah, forcément, tu as pas des gens en bonne santé, hein. La plupart du temps, voilà, c'est pas la personne qui va faire bon, alors, je suis au taquet, on va se faire un petit bilan. C'est rare, j'en ai déjà eu, hein, mais c'est rare. En général, effectivement, tu es une personne qui est en attente de quelque chose, donc en attente d'une solution. Et toi, tu représentes cette solution. Tu vois, tu n'as rien demandé, mais enfin, si, tu as demandé quelque chose en réalité, mais tu es la solution. Et donc, en fait, tout simplement, moi, comment je fais, c'est que c'est un processus qui déroule, où je vais à travers des bilans, à travers des questions, parfois des questions qui sont classiques de mon processus, parfois je vais en dehors de mon processus parce que je trouve que la question est pertinente, et je vais avoir plein de réponses qui vont se dessiner. Tac, 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 tac. Ah, bien sûr, avec la pratique, avec ce que tu sais en tant que thérapeute, ben, tu fais des connexions, tu vois, un lien, et tu proposes ce lien à la personne. La personne, en général, si tu as bien fait ton taf, la personne a effectivement une révélation, se dit, mais ouais. Et là, tu te dis, génial. Ça veut dire, j'ai quelque chose, très bien. On a quelque chose qui lui donne une nouvelle perspective, un nouvel espoir. Maintenant, je me place, moi, en tant que sujet, c'est-à-dire que je me place en tant que guide, je ne me place pas en tant que sauveur. Et ça, je le répète à chaque fois à la personne, c'est que je lui dis, moi, j'ai juste fait des connexions avec mon point de vue extérieur, avec mes connaissances, etc. Maintenant, le travail, il est intérieur. Et que, et j'explique à la personne que la seule solution, c'est elle. Elle n'a pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Et donc, je lui fais juste des connexions. Et maintenant, je lui dessine le chemin. Parce que souvent, c'est pareil. Si tu as un guide qui te dit, ah bah oui, tiens, tu passes, tu vas à droite, tu prends direction Toulouse, après tu vas à gauche au rond-point, au bout d'un moment, tu sais plus. Donc, tu lui dessines le chemin, tu lui fais la carte, et avec la carte, elle est capable de partir sans toi. Mais si tu lui as pas expliqué le chemin, fait la carte, elle sera paumée. Et si elle attend que tu la prennes par la main et que tu lui fasses le chemin, là, il y a un problème. Parce que ça veut dire qu'elle a perdu son autonomie et sa capacité à se régénérer du coup. Parce que la perte d'autonomie, et c'est ça que je veux vraiment partager sur ma chaîne, c'est l'autonomisation de la personne. Je veux que chacun soit en capacité de se comprendre, de se traiter, de comprendre où il y a un déséquilibre, pour que personne n'ait besoin de tirer ces gens-là, parce que c'est extrêmement difficile. Et on se sent impuissant. Donc c'est redonner le pouvoir à la personne. Oui, après, on peut pas aussi oublier le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment être tirées. Je parle pas forcément des personnes qui viennent te voir toi, hein, mais en Complètement d'accord l'occurrence, avec c'est toi. vrai que et qui du coup vont s'orienter aussi sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou même dans la vie physique vers des thérapeutes qui vont comme ça alimenter le truc parce qu'il y a quelque chose en fait de malsain qui se met en place Tu l'as dit. et ça on pourra pas, on peut malheureusement pas faire grand-chose quoi. Ben, on peut faire quelque chose, on peut éduquer. Je pense vraiment, tu l'as dit, quelque chose de malsain qui se met en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque c'est malsain, Oui. langue des oiseaux, voilà. Donc, ça n'est pas sain, on est d'accord, il y a un mal. Et donc, automatiquement, on est dans une logique de création d'une pathologie. C'est que si je suis dépendant d'eux, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. On ne devrait pas être dépendant de quelqu'un d'autre. On devrait dépendre que de soi-même. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est aussi un état à traiter, ton état de dépendance. Voilà. Donc, c'est vraiment juste pour remettre ça dans le contexte, c'est qu'on ne doit dépendre de personne. Évidemment que c'est souhaitable de vivre en communauté, évidemment que c'est souhaitable d'être avec des gens, etc., de se pousser vers le haut et de s'entraider. Mais je veux dire par là, sa santé, on est responsable de sa santé, soi-même. Toi qui t'intéresses un petit peu au magnétisme, à la spiritualité, etc., est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir sous forme de guidance la plante ou le médicament éventuel que tu devais prendre pour soit pour te soigner toi, soit pour soigner quelqu'un d'autre? Oui. Ouais. J'ai très souvent ce qu'en anglais ils appellent des épiphanies. C'est en gros un téléchargement, littéralement. C'est que tu as un truc qui t'arrive Mm. comme ça dessus, tu fais OK, je sais. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais. Ouais. Et donc, ça, c'est très dangereux. Je le dis bien parce que parfois, c'est ton mental qui crée ça. Si c'est ton mental qui crée ça,
faut pas l'écouter. Et donc, Ok. avec la pratique, tu sais faire la différence entre un téléchargement d'un truc qui te sort de nulle part et que tu sais que c'est pas toi qui l'as inventé, d'un truc que tu as créé toi-même parce que tu as l'habitude, parce que tu as fait connexion de Mm. ci, connexion de ça, connexion de machin, et que hier, tu as vu Paulette qui avait la même problématique. Et voilà, tu vois. Ouais, Donc, c'est vraiment deux ouais. choses. Mais ça m'arrive assez souvent, je ne vais pas dire tout le temps parce que c'est pas vrai, hein, mais ça m'arrive assez souvent d'avoir comme ça des réalisations où tu te dis, mais ça. Et tu sais même pas d'où tu l'as sorti parce que bah, voilà, ça ne fait pas sens par rapport à ce que tu sais ou ce que tu aurais pu connecter. Toi, tu as guéri une fissure du ménisque Ouais, sans opération. C'est ouais. quelque chose qui t'a pris du temps. Au long de ce processus, quels sont les états mentaux, on va dire, qui t'ont aidé à tenir le coup, à avoir envie de continuer? Est-ce que comment dire, tu nourrissais une espèce d'état de dire je vais y arriver? Est-ce qu'au contraire, tu lâchais complètement prise? Tu étais juste dans le processus de se dire, Mm. de te dire bah voilà, je suis en cours de guérison. Comment est-ce que ça, sur la durée, tu l'as vécu? C'est une super bonne question aussi. Je dirais que ça s'est fait en fait naturellement. J'ai pas réfléchi mon processus, mais il y a quelque chose. Alors là, pour le coup, je crois pas à la chance, mais c'est de la chance. On va l'appeler comme ça. C'est que je suis câblé comme ça. C'est-à-dire que j'étais guéri. Voilà, j'avais pas de problème. Donc comme j'avais pas de problème, bah, j'avais pas de problème. C'est tout. Et donc en fait, tu donnes l'information en permanence en pensant ça à ton corps. Donc là, on parlait d'épigénétique au tout début. C'est ça. C'est que j'ai informé en permanence et tous les jours et même la nuit à mon corps que j'étais bien. Et donc, automatiquement, bah, la guérison, elle se fait beaucoup plus vite. Maintenant, comme je l'ai dit dans mes vidéos, est-ce que j'ai 100% guéri mon ménisque? C'est-à-dire, est-ce que j'ai réellement du cartilage qui s'est remis, etc. Certainement pas. Hein, certainement qu'il y a toujours la fissure. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que, je prends toujours cet exemple, c'est comme si j'avais une épée émoussée. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que j'ai une épée émoussée, je ne peux pas tuer? Non, pas du tout. C'est juste que il faut s'en servir différemment et il faut juste comprendre que ça a toujours la même fonction, mais qu'elle est un peu ébréchée, c'est tout. Mais ça a toujours la même fonction. Et en fait, quand tu es persuadé que ça a toujours la même fonction, ton épée, elle marche pareil. Parce que tu t'en sers de la bonne manière, parce que, enfin voilà, c'est juste comprendre ça. Est-ce que tu as la possibilité de partager des témoignages de personnes que tu accompagnes et qui ont guéri des choses comme ça qui t'ont marqué, que tu pourrais partager là en podcast ou pas? Oui, je peux partager une histoire que je trouve assez parlante d'ailleurs par rapport pardon, au psycho-émotionnel. Le psycho-émotionnel, c'était une personne que j'ai reçue qui avait une maladie, alors je me rappelle plus le nom parce que c'est une maladie assez rare, mais en gros une destruction de l'audition, si tu veux. Tu perds progressivement l'audition, et donc elle avait déjà perdu l'audition sur une oreille, cette personne, et elle était en train de perdre l'audition sur la deuxième oreille. Et donc on a fait effectivement, bah, tu parlais de cet exemple-là, qu'est-ce que tu veux pas entendre? On a fait un gros travail avec cette personne-là, on s'est rendu compte qu'effectivement pendant toute son enfance, elle avait entendu des mots de la part de sa maman, qui étaient des mots très difficiles à son encontre, et donc du coup, entre guillemets, qu'elle a voulu mettre de côté. Elle s'est retrouvée ensuite dans un environnement avec des voisins qui, justement, tous étaient contre elle, lui disaient des méchancetés parce que elle s'énervait aussi face à ça. Donc, en fait, ça a alimenté les choses. Et elle s'est retrouvée dans un endroit qui était complètement en train de lui dégrader l'oreille encore plus, quoi. Et donc, on a fait un travail, notamment par rapport à sa maman, par rapport aux mots qu'elle disait, etc., essayer de, bah, voilà, de lui pardonner, c'est de comprendre pourquoi elle disait ça, etc. On a fait un travail, on a fait un travail, elle a fait un travail, je lui ai demandé, si possible, de changer d'habitation, parce qu'elle louait. Voilà. Et parfois, il faut faire les choses, hein, et c'est pas facile. Elle a changé d'habitation et elle m'a envoyé un petit email me disant qu'elle était ravie, qu'elle se sentait beaucoup mieux, qu'elle n'avait plus de dégradation jusqu'à aujourd'hui de son oreille, et donc que ça se passait très bien, justement parce que elle a fait ce travail qui, en fait, était à l'origine de la dégradation de son audition. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Il y a des exemples même dont je ne suis pas du tout à l'origine. C'est-à-dire que j'étais en mentorat avec une personne qui avait vraiment une pathologie post-Covid extrêmement compliquée. C'est-à-dire que complètement plus d'énergie, rien du tout, à plat, à plat, à plat. Et cette personne n'arrivait pas à remonter. On a essayé plein de choses. Je le dis très clairement, on a essayé plein de choses, compléments alimentaires, on a essayé plein de choses de l'ordre de la psyché. Elle faisait déjà un travail très profond à cette époque. Et puis au final, elle est partie à une retraite spirituelle avec une guérisseuse qui lui a fait un soin. C'est bon, c'était fini. Donc voilà, un exemple où bah, finalement,
un confrère a été en capacité de trouver l'élément manquant. Donc que des choses comme ça. Et rien à faire. Les médecins ne trouvaient pas, personne ne trouvait, je ne trouvais pas d'où ça venait. Et donc, voilà, cette personne a été guérie par un soin énergétique. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise récemment, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? Oui, je dirais vraiment cette notion, tu sais, il n'y a pas d'universalité. C'est très, très important, je pense, de comprendre ça, que son, je vais le répéter encore, mais que sa voix du milieu, c'est pas la voix du milieu du voisin. Et donc comprendre qu'on est tous uniques et qu'on a besoin de son alimentation à soi, de son modèle de mouvement à soi, de son modèle de sommeil à soi, bien sûr en respectant des bases de physiologie, hein, on est complètement d'accord, mais voilà, trouver son équilibre à soi, son équilibre mental, son équilibre émotionnel, son équilibre social, à tous les niveaux. Et une fois qu'on a trouvé ça, et on peut être aidé pour ça par la numérologie, par un travail sur soi, par un changement d'endroit d'où on vit, enfin, par plein de choses. Et une fois qu'on a trouvé ça, c'est bon. On est en santé toute sa vie. Top. Merci Guillaume, c'était un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui et puis bah, à bientôt. Plaisir partagé. Merci Alex. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.